Yo les Globetrotters, il y a quelques jours je me suis rendu en Corse pour le tournage du prochain épisode de notre série N'allez pas en. Or comme vous le savez normalement déjà, je ne prends plus l'avion. Cette vidéo a donc pour but de vous partager notre expérience de traversée à la voile et de répondre à un maximum de questions que vous pourriez vous poser à ce sujet. Mais avant ça, petit générique pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Moi, c'est Tolt. Après avoir partagé mes aventures aux quatre coins du monde sur ma chaîne Tolt Around the World, j'ai pris la décision d'arrêter l'avion. Mais ça ne veut pas dire que j'ai décidé d'arrêter de voyager pour autant. Mon objectif, te donner envie de découvrir le monde différemment. Alors abonne-toi pour des expériences responsables et bas carbone. Évidemment, la première chose essentielle pour une traversée à la voile, c'est de trouver un bateau. Début janvier, j'ai donc contacté les équipes de Globsailor, un site qui permet de trouver les meilleurs loueurs de bateaux professionnels à travers le monde. Ils ont tout de suite été emballés par le projet et nous ont mis en relation avec Locasail, un loueur de bateaux situé à Bandol, qui a accepté de nous prêter un voilier pendant 10 jours. Je vais vous faire un petit tour de notre humble demeure flottante. C'est un Sun Odyssey 389 qui nous a servi donc à faire la traversée pour la Corse. On est dans l'espace cuisine, donc comme vous pouvez le voir, il y a un four. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un four sur lequel on peut activer la bascule, ce qui est assez utile quand le bateau gîte. Ça permet que les casseroles se renversent pas. Donc ça, on peut le bloquer voilà, comme ça, tac. Voilà. Donc là, c'est bloqué. On a ici un frigidaire. Donc évidemment, le frigidaire marche à l'électricité, donc tu l'actives plutôt fort quand le moteur tourne, puisque ça crée de l'énergie, ça crée de l'électricité sur la batterie, ou alors quand tu es raccordé au réseau dans le port. Donc vous voyez, c'est assez grand. Et il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que, parce que c'est pas le cas sur tous les bateaux, c'est que tu peux l'ouvrir sur le côté. Souvent dans les bateaux, tu l'ouvres par le dessus et du coup c'est pas très pratique pour aller chercher tout ce qu'il y a dans le frigidaire. Et donc là, le fait d'ouvrir par le côté, c'est assez pratique. Voilà, tac. Là, un petit lavabo. Hop. Donc vous voyez, il y a quand même vraiment de quoi cuisiner, faire la vaisselle, etc. Des tiroirs pour ranger les couverts, une poubelle, tac. Enfin voilà. En gros, il y a cet espace cuisine qui est vraiment un peu comme dans un camping-car, hein, si je fais une comparaison. Ça permet de faire tout ce dont on a besoin pour la cuisine. Il y a aussi deux couchettes à l'arrière où on peut mettre deux personnes. Et pour vous démontrer qu'il y a quand même de la place, moi je fais un 1m90 et vous allez voir, je rentre complètement en longueur. Tac, voilà. Donc franchement, c'est assez confortable. Là, t'as la petite lampe pour lire si jamais t'as envie de lire. Voilà, donc là tu tiens à deux sans problème, avec un petit placard qui permet de ranger quand même quelques affaires. Après évidemment, il n'y a pas non plus une place énorme pour ranger toutes tes affaires. La possibilité de fermer la porte, voilà. Des hublots aussi, ici pour aérer, que tu peux ouvrir. Tac. Voilà, un hublot ici aussi. Bon là-dessus, rien de révolutionnaire, mais ça vous permet de vous faire une idée. Là, il y a une autre cabine qui est assez similaire, donc je vous la montre pas. Et là, les toilettes et la douche. Donc là, c'est assez marrant. Hop. Donc c'est une pompe manuelle. Ça permet de pomper l'eau de la mer. Et donc tu tires la chasse avec l'eau de la mer. Voilà, t'envoies pas mal de coups de pompe pour bien nettoyer. Évidemment, il vaut mieux éviter de tirer la chasse dans le port, parce que c'est un peu dégueulasse vu que c'est de l'eau stagnante. Donc c'est plutôt mieux de le faire en pleine mer. La douche, ici. Donc là, t'as une petite porte pour fermer, pour éviter de tout mouiller. Évidemment, pour quelqu'un comme moi, t'es un petit peu à l'étroit, mais franchement, ça passe plutôt bien. Voilà. Ici, le carré central, le salon, donc avec cette table sur laquelle tu peux dîner si jamais il fait pas beau, tu peux jouer aux cartes, tout ce que tu veux. Il y a pas mal de rangements sur les côtés, là, pour mettre de la nourriture et un peu tout ce que tu veux. Tu as aussi des rangements sous les coussins en général. Tac, ici, de quoi mettre encore plus de nourriture, de l'eau, etc. si tu pars pendant longtemps. Ici, la table à cartes, assez important parce que c'est ici que tu vas avoir toutes les cartes, voilà, tous les accessoires qui vont être utiles pour le skipper, pour faire sa route, etc. La VHF, donc ça c'est une radio qui permet de communiquer entre bateaux et avec la capitainerie. Ici, on a un peu le tableau de bord électrique où tu vas pouvoir allumer par exemple les feux de navigation, régler le chauffe-eau, voilà, tout un tas de choses un peu électriques. Et aussi un truc qui est assez utile pour tout le monde, c'est la radio avec la possibilité de se connecter en Bluetooth. Donc ça permet d'écouter la musique soit à l'intérieur du bateau ou même sur le pont, on entend super bien. Et ça, on en a bien profité parce que voilà, c'est toujours cool quand tu navigues à la voile surtout de mettre un peu de musique. Ça permet de bien se mettre dans l'ambiance. Et je vous montre la dernière cabine à l'avant. Pareil, là tu peux mettre deux personnes. Et pour vous montrer qu'il y a la place, et ben voilà, vous voyez, je rentre parfaitement. Et donc tu peux rentrer à deux sans problème.
Voilà, et pareil, t'as aussi des rangements pour mettre des affaires, etc. Bon là c'est la trousse de secours, etc. Mais il y a aussi pas mal de rangements. Et donc c'est un bateau qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes, parce que ici aussi normalement tu dois pouvoir, tu peux baisser la table et faire une couchette de 2 personnes. Bon évidemment c'est plus confortable d'être à 6 qu'à 8. Mais voilà, franchement c'est quand même un super bateau, assez confortable et très pratique pour à la fois voyager et aussi vivre dans le bateau. Et donc là on est dans l'espace finalement qui est le plus utilisé sur le bateau, c'est l'extérieur. Et donc c'est ici que tu passes le plus clair de ton temps, en navigation ou même quand il fait beau. Bon là évidemment en hiver tu t'en sers un peu moins, il y a ça pour t'abriter, mais c'est vraiment l'endroit où tu passes le plus de temps. T'as la barre ici pour diriger le bateau, les winches ici pour régler les voiles, t'as aussi pas mal de coffres avec du matériel, etc. Bon là je rentre pas trop dans les détails, on va dire techniques, mais ça vous permet de vous figurer un peu à quoi ressemble le bateau à l'extérieur. La durée de la traversée dépend évidemment de pas mal de facteurs, le type de bateau, la météo et le savoir-faire du skipper, mais en gros il faut compter entre 18 et 30 heures. Ça peut paraître long comme ça, mais vous allez voir que c'est pas forcément une perte de temps. Bon bah ça y est, on est prêt à partir, il est quoi, 19h30. Là Michel va nous expliquer un peu comment on va l'aider pour la manœuvre de départ de port. Là c'est pas très compliqué, il n'y a pas trop de vent. Mais en tout cas, moi je suis bien chaud. L'avant est largué, il faut bien vérifier que c'est écoulé, le bout à l'avant comme il nous disait. Il y en a un qui va se mettre de ce côté. Ouais. Ça y est, on est définitivement en train de sortir du port de Bandol. Bon là c'est cool, il n'y avait pas de vent, c'était une sortie assez tranquille. On a donc démarré cette première traversée de nuit. Le temps de prendre l'apéro et dîner, nous nous sommes assez vite retrouvés dans l'obscurité la plus totale. De quoi admirer le magnifique ciel étoilé. Impossible de vous le retranscrire à l'image car il aurait fallu des photos en pause longue, ce qui est malheureusement compliqué sur un bateau qui bouge, mais croyez-moi, c'était un moment hors du temps. Après ça, je suis allé dormir quelques heures pendant que Michel assurait son quart, ce qui fait que finalement les 10 premières heures sont passées super rapidement. À mon réveil, nous étions seuls, au beau milieu de la mer Méditerranée, face à l'horizon qui s'embrasait. C'est dans ces moments-là que tu perds la notion du temps, que tu réapprends à contempler tout simplement. Avec les smartphones, la publicité, les notifications, notre cerveau est sans cesse stimulé. On ne sait plus ne rien faire et parfois s'ennuyer. Pourtant, c'est essentiel de laisser notre esprit vagabonder. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le désœuvrement est plein de vertus. Il stimule notre créativité, nous permet de lâcher prise et favorise notre capacité de concentration. Et justement, le voyage à la voile te permet de cultiver l'art de ne rien faire. Mais parfois, ce sont aussi des expériences inattendues que tu ne pourrais pas vivre avec un autre mode de transport. Bon, il est à peu près 9h du mat, ça fait grosso modo 16h qu'on est parti. On a fait les 2 tiers du trajet, il nous reste à peu près 50 000 nautiques à parcourir, ce qui équivaut à une centaine de kilomètres. Et là on a eu un peu de chance parce qu'il y a eu quand même un peu de vent cette nuit, il y a un peu de vent ce matin, donc du coup on a très peu utilisé le moteur, donc ça c'est plutôt cool. Michel le skipper est allé se reposer après avoir fait une nuit blanche pendant que nous on dormait. Et voilà, bon là il fait moins beau qu'à l'aller, mais les conditions sont plutôt cool. Oh putain attends, oh là, il y a des dauphins. Vas-y passe la caméra, passe la caméra. Voilà, c'est ça aussi un peu la magie du voyage à la voile, c'est que tu vois des animaux autour de toi. Là on a vu des dauphins qui ont joué pendant plusieurs minutes à l'avant du bateau. À l'aller aussi on avait vu des baleines. Bon c'était un peu au loin, on voyait juste le geyser, on n'a pas pu les voir de près, mais voilà c'était quand même assez magique. Et c'est vraiment pas quelque chose de rare, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des dauphins, des baleines, et c'est ça qui est vraiment magique. Et ça c'est pas des moments que tu vas vivre en prenant l'avion évidemment. Donc c'est vrai que voilà, ça prend plus de temps, mais tu as plus de choses à raconter, tu vis plus de choses, notre rapport au temps, notre rapport à la nature qui est super différente, et je pense qu'on devrait tous tendre vers ça. Voilà, plutôt que de détruire la nature, ce serait bien qu'on essaye de vivre un peu plus en harmonie avec elle. Si tu n'as jamais fait de voile, tu as plusieurs solutions. La première, c'est d'embarquer sur un bateau via les sites de Bourses Équipiers ou Conavigation. C'est un peu comme le covoiturage, mais pour les voiliers. Certains skippers ne demandent pas d'expérience particulière pour monter à bord de leur bateau, mais simplement une participation aux frais, ou bien de l'aide à bord pour certaines tâches quotidiennes comme faire la cuisine par exemple, ou encore simplement pour avoir de la compagnie.
Ça peut être un très bon moyen d'apprendre la navigation, mais il n'y a évidemment aucune garantie là-dessus puisque la pédagogie et l'envie de transmettre dépendront beaucoup du capitaine. Donc c'est vraiment important de s'entretenir avec la personne pour lui poser un maximum de questions avant d'embarquer. En tout cas, je te mets plusieurs sites en description de la vidéo. Deuxième solution, tu vas bientôt pouvoir monter à bord de voiliers avec des skippers professionnels puisque Sail Coop proposera des traversées à la voile vers la Corse dès cet été et tu peux d'ores et déjà les soutenir via leur campagne de financement participatif. Et enfin, dernière solution, si tu veux vraiment te former à la navigation, tu peux faire des stages de voile avec les Glénans, qui est un peu l'école référence dans le domaine, et je vais justement tester un de leurs stages d'ici quelques jours, donc pense à t'abonner si tu veux pas louper la vidéo. Concernant le prix, c'est compliqué de te donner une fourchette précise puisque ça dépend de beaucoup de facteurs. Ce qui est certain, c'est que sur les sites de co-navigation, tu peux parfois embarquer gratuitement ou à moindre coût, puisque certains skippers ne font pas payer ou demandent juste une petite participation pour les repas. Et c'est d'autant plus vrai pour une courte traversée comme celle pour aller en Corse. Quant à Sail Coop, ils proposeront la traversée au prix de 180 €. Et enfin, en ce qui nous concerne, la traversée aller-retour nous a coûté à peu près 410 € pour 3, puisque le bateau nous était prêté par Locasail, et Michel, notre skipper, est venu aider sur le projet bénévolement. On a donc juste dû payer 168 € pour le stationnement d'une semaine au port d'Ajaccio et 242 € de gazole parce que malheureusement quelqu'un avait siphonné notre réservoir pendant notre absence. Yes! Alors pour répondre à cette question, on va sortir nos calculettes. À l'aller, comme il n'y avait pas beaucoup de vent, nous avons dû utiliser le moteur pendant une bonne partie de la traversée. Contrairement au retour, où on ne l'a quasiment pas utilisé. Difficile d'avoir le chiffre exact, mais en gros, une fois arrivé à Ajaccio, la jauge indiquait qu'il nous restait plus de la moitié du plein, donc on va estimer qu'on avait utilisé 60 litres de gazole. Sachant qu'un litre de gazole émet 2,7 kg de CO2, ça nous donne donc 162 kg pour 3 personnes, soit 54 kg par personne. À cela, il faut ajouter les émissions liées au trajet en train depuis Paris, soit 3 kg par personne, ce qui nous donne un total de moins de 60 kg par personne, tandis que le vol Paris-Toulon émet 160 kg par personne. Donc pour résumer, même lorsque les conditions météorologiques ne sont pas favorables, le trajet en train et à la voile émet presque 3 fois moins d'équivalent CO2 que l'avion. Donc oui, c'est clairement plus écologique. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à m'en poser d'autres en commentaire, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.